Bienvenue dans ce troisième cours d'algèbre linéaire. Il va être consacré au calcul matriciel. Donc on va commencer par rappeler les notions de représentation par des matrices. On va voir dans quel cas on les rencontre. Et ensuite on va voir comment faire des calculs simples, les opérations telles que la somme, le produit par un vecteur, le produit de matrice. Et après on va rappeler les calculs un peu plus avancés comme l'inversion de matrice, la résolution de systèmes d'équations linéaires. Commençons par voir la forme générale d'une matrice. Alors une matrice M peut être vue comme un tableau de coefficients qui sont organisés en lignes et en colonnes. Alors on note en général M indice I virgule J, le coefficient de cette matrice, à la ligne I et à la colonne J. Alors dans ce cours, on s'intéressera exclusivement aux matrices de coefficients réels. Donc voici quelques exemples. La première matrice A est composée de deux lignes et deux colonnes. On appelle une telle matrice une matrice carrée. C'est une matrice, on va le voir plus tard, qui prend en entrée des vecteurs de deux dimensions et qui donne en sortie deux équations ou un vecteur de deux dimensions. Une matrice en général n'a pas nécessairement le même nombre de lignes et de colonnes, comme vous pouvez le voir avec la matrice B et C. La matrice B, par exemple, a 3 lignes et seulement 2 colonnes. Donc c'est une matrice qui prend deux coordonnées en entrée et qui va donner en sortie, avec un produit matriciel, un vecteur de 3 dimensions. La matrice C, au contraire, a 3 colonnes et seulement 2 lignes. Elle va donc prendre en entrée un vecteur de 3 composantes et va donner en sortie un vecteur de 2 composantes. Alors justement, comme on parle de vecteur, un vecteur est un cas particulier de matrice. C'est un vecteur, lorsqu'il est représenté sous forme de colonne, qui correspond à une matrice avec une seule colonne, et m lignes si ce vecteur a m composantes. Alors on le verra plus tard, on pourra également représenter un vecteur sous forme de ligne, auquel cas cela correspond à une matrice qui a une seule ligne et, par exemple, n colonnes, si le vecteur, comme y ici, a n composantes. Dans la plupart des cas, cependant, on représentera les vecteurs sous forme de colonnes. Alors regardons maintenant dans quel cadre on rencontre des matrices. Alors le premier qu'on a vu, c'est celui des systèmes d'équations linéaires. Donc en voici un exemple. On a ici deux équations, des équations linéaires, qui correspondent à des égalités pour des vecteurs de trois composantes inconnues, x1, x2 et x3. On a donc 6 coefficients qui correspondent à ces variables, et on a deux coefficients supplémentaires qui caractérisent l'égalité. Alors ces coefficients, si on les met sous forme de matrice, cela nous donne l'égalité AX est égal à B, où la matrice A est composée de 6 coefficients. Alors il y a deux manières de regarder ces coefficients, soit on regarde les colonnes de la matrice A, soit les lignes de cette matrice. Alors si on regarde les colonnes de cette matrice, ici représentées en bleu, on voit que les coefficients correspondent, pour chaque colonne, aux coefficients qui sont devant chacune des variables x1, x2, puis x3. Ces vecteurs de coefficients, on peut les interpréter comme les vecteurs qui vont être multipliés de manière à faire une combinaison linéaire entre ces vecteurs et les coefficients de la variable x. D'autres manières de regarder cette matrice, c'est de regarder ces lignes, et je vous rappelle que chacune des lignes de cette matrice correspond aux vecteurs qui sont normaux au plan caractérisé par chacune des équations de ce système d'équations linéaires. Par exemple, si je regarde la première ligne, le vecteur A11, A12, A13, c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan défini par la première équation, A11x1 plus A12x2 plus A13x3 est égal à B. x1, x2, x3 correspondent alors à la coordonnée d'un point qui appartient à ce plan, et B1 caractérise la distance minimum entre le plan et l'origine du repère, de coordonnées 0, 0, 0. Plus exactement, la distance entre le plan et l'origine, c'est B1 divisé par la norme du vecteur, qui est la première ligne de la matrice A. Donc ces coefficients B1 et B2, on peut les mettre sous forme de vecteurs également. C'est le vecteur B qui est ici indiqué en jaune. Le vecteur x a pour composante x1, x2, x3, et il peut être interprété comme les coefficients de la combinaison linéaire qui donnent chacune des égalités.
Donc vous avez ici un premier exemple, sur lequel on reviendra plus tard, de produit entre matrice et vecteur. Alors voici d'abord un exemple où on a donné des valeurs au coefficient de la matrice A. Alors ici on a deux lignes et deux variables, x1, x2. Cela signifie que la matrice A va être composée de deux colonnes et de deux lignes. La voici cette matrice. Donc si je regarde la première ligne, elle est composée des coefficients 1 et moins 3, et pour la deuxième ligne, 7 et 2. Le second membre de cette équation ax égale b, c'est le vecteur b, qui a pour coefficient 0 et moins 4. Le vecteur d'inconnu ici, x, est le vecteur de composantes x1 et x2. Alors voici un deuxième cadre où on rencontre les matrices, c'est celui des applications linéaires. Alors une application linéaire, c'est d'abord une fonction qui prend en entrée des vecteurs et qui donne en sortie un vecteur, éventuellement avec un nombre de dimensions différentes. Une application est dite linéaire si, lorsque je regarde une combinaison linéaire de vecteurs d'entrée, j'obtiens en sortie la combinaison linéaire des vecteurs de sortie. Vous avez ici un premier exemple, c'est la fonction f qui prend en entrée deux variables x et y, donc un vecteur de deux coordonnées, et qui donne en sortie un vecteur également de deux coordonnées. La première c'est x moins y, et la deuxième c'est 3y plus x. Alors, on le démontrera l'an prochain. Lorsqu'on est en dimension finie, une application linéaire s'écrit nécessairement comme un produit matrice-vecteur. Et cette matrice, c'est la matrice des coefficients qui apparaît devant chacune des coordonnées du vecteur d'entrée. Donc dans notre exemple ici, la matrice qui est notée f correspond à la sortie f de u égale grand F fois u. U, c'est notre vecteur d'entrée qui a pour coordonnées x, y, et grand F, c'est la matrice de coefficients qui correspond au coefficient 1 moins 1, parce qu'en première coordonnée on a x moins y, et en deuxième ligne on a les coefficients 1 et 3, parce qu'on a l'équation x plus 3y. Alors voici un petit exercice. Pour cette fonction g de x, y, z, essayez de trouver la matrice qui correspond. Alors voici la solution. Si on note v, le vecteur de coordonnées x, y, z, on obtient l'équation g de v est égale à matrice g fois vecteur v, ou la matrice g, la matrice ici qui apparaît. La première ligne a pour coefficient moins 1, moins 1, 1, ça correspond à l'équation moins x, moins y, plus z. Ensuite on a l'équation x moins y qui devient la ligne de coefficient 1, moins 1, 0. Et enfin, pour la dernière ligne de la matrice G, on obtient 2, 1, moins 3, puisqu'on a l'équation 2x plus y moins 3z. Un autre exemple où l'on rencontre naturellement des matrices, c'est le changement de base. En effet, comme on l'a vu dans les deux précédents cours, lorsqu'on exprime les coordonnées d'un vecteur, il s'agit en fait d'une combinaison linéaire de vecteurs dans une base. Généralement, il s'agit de la base canonique. Lorsqu'on veut exprimer les nouvelles coordonnées dans une nouvelle base, il faut trouver les nouvelles combinaisons linéaires qui vont permettre de définir le même vecteur. Et cette nouvelle combinaison linéaire, elle est obtenue grâce à une matrice de passage. Et cette matrice de passage, ces colonnes, sont formées par les coordonnées des vecteurs dans la nouvelle base en fonction de la base précédente. Alors voici un petit exemple pour illustrer cela. Supposons qu'on s'intéresse au point M de coordonnées x, y, exprimé dans le repère de la base canonique, noté C ici. Donc cette base canonique elle est formée par les vecteurs i et j, et donc le vecteur OM s'exprime comme x fois i plus y fois j. Si on s'intéresse à un nouveau repère, qui est appelé C', donc cette base C' est formée par les vecteurs i' et j', le même point M s'exprime avec des nouvelles coordonnées qu'on note ici x' et y'. Ainsi, le vecteur OM peut s'écrire maintenant comme la combinaison linéaire x' fois i' plus y' fois j'. La matrice qui va permettre de transformer les coordonnées x', y' de la nouvelle base vers l'ancienne base C, où les coordonnées du point sont x, y, est donnée par une matrice de passage qui va avoir les coefficients A, B, C et D de manière générique.
Alors comment trouver ces coefficients A, B, C et D? C'est très simple. Il suffit d'exprimer les vecteurs de la base C', donc I' et J', dans l'ancien système de coordonnées C. Comme on peut le voir sur cet exemple, le point exprimé dans le nouveau système de coordonnées C' peut s'exprimer directement en fonction de l'ancien système de coordonnées, et par identification, on obtient les nouvelles coordonnées. En mettant ce changement de coordonnées sous forme matricielle, on obtient une matrice de coefficients, qui est la matrice de passage, et l'on remarque que, effectivement, les colonnes de cette matrice sont les coordonnées des nouveaux vecteurs, I' et J', exprimés dans la base cartésienne C. Ce changement de base, bien sûr, on peut le faire dans l'autre sens, passer des coordonnées de C au nouveau système de coordonnées C', auquel cas il faut inverser cette matrice, ou bien faire, comme on l'a fait ici, exprimer les anciennes coordonnées en fonction des nouvelles. Alors nous allons voir maintenant quels sont les différents calculs que l'on peut effectuer avec des matrices. Alors commençons par la somme de matrices. Deux matrices sont compatibles pour la somme si elles ont le même nombre de lignes et le même nombre de colonnes. Une justification à cela est que, on l'a vu auparavant, des matrices peuvent correspondre à des applications linéaires, et pour que l'on puisse additionner des matrices, il faut que l'on puisse faire la somme de ces applications linéaires. Il faut donc que ces matrices prennent en entrée des vecteurs ayant les mêmes coordonnées, donc le même nombre de colonnes, et qu'en sortie on ait le même nombre de coordonnées, donc le même nombre de lignes. Voici un exemple de calcul avec deux matrices. Je vous laisse vérifier que ça donne le résultat suivant. Donc formellement, on somme deux matrices en sommant les coefficients aux mêmes indices. Donc pour les matrices notées ici A et B, on fait la somme des coefficients AIJ et BIJ, qui sont les coefficients à la ligne I et la colonne J. Passons maintenant au produit par un scalaire. C'est le deuxième opérateur que l'on a vu en définissant les espaces vectoriels. Donc maintenant, considérons un vecteur M. Ce vecteur, c'est une matrice avec M lignes et N colonnes. L'opération lambda fois M, où lambda est un scalaire, ici réel, correspond à multiplier chacun des coefficients M, I, J, à la ligne I et à la colonne J, par ce scalaire lambda. Voici deux exemples. Dans le premier, on multiplie par 1/2 les coefficients de la matrice ayant les coefficients 2, 8, 3 et moins 16, ce qui donne le résultat suivant. Un autre exemple, avec une racine carrée, en multipliant la matrice par racine de 2. Une autre opération propre aux matrices, cette fois, est le produit matrice-vecteur. On l'a vu déjà pour les applications linéaires et pour les systèmes d'équations linéaires. Rappelons ici la forme que prend ce produit. Considérons pour cela une matrice M avec M lignes et N colonnes, et un vecteur X avec N composantes, X1 jusqu'à Xn. Il est impératif que le nombre de colonnes de M soit égal au nombre de lignes du vecteur X, car le produit matrice-vecteur correspond à des combinaisons linéaires entre les coefficients de la matrice M et les coefficients du vecteur X. Donc pour cela, on note L1 jusqu'à Lm, les M lignes de la matrice M, et le produit matrice vecteur M fois X peut s'écrire comme les M produits scalaires entre les lignes de M et les coefficients du vecteur X. Plus formellement, le coefficient à l'indice I du vecteur M fois X est égal à la somme de J égale à 1 à N de MI indice J fois XJ. Ça correspond au produit scalaire de la IM ligne de la matrice M avec le vecteur X. Comme un produit scalaire nécessite n multiplications et n-1 additions, la complexité associée au calcul d'un produit matrice-vecteur est de l'ordre de m fois n.
Donc on retiendra, dans le cas où M est une matrice carrée, qu'il faut de l'ordre de n carré opérations pour réaliser ce calcul. Alors nous allons maintenant voir deux manières d'interpréter ce produit matrice-vecteur. Alors rappelons pour commencer que si une matrice a pour coordonnées A, B, C, D, sous cette forme, lorsqu'on la multiplie par un vecteur de coordonnées U et V, cela donne un vecteur de coordonnées AU plus BV, et pour la deuxième coordonnée, CU plus DV. Il y a donc deux manières de retrouver ce résultat et d'interpréter ce que cela signifie. La première manière, c'est celle qu'on a employée auparavant, c'est de dire que le vecteur qu'on obtient est un vecteur dont les coordonnées sont les produits scalaires des lignes de la matrice avec le vecteur. Soit par exemple, pour la première coordonnée, c'est le produit scalaire entre le vecteur AB et le vecteur UV. Une deuxième manière d'interpréter ce résultat, c'est de regarder cette fois les colonnes de la matrice. En effet, le vecteur qu'on obtient, on peut l'écrire comme une combinaison linéaire des colonnes de la matrice, où les coefficients de la combinaison linéaire sont les coefficients du vecteur. Ainsi, on peut écrire que le vecteur obtenu est U fois le vecteur colonne AC plus V fois le vecteur BD. Alors ces deux manières de voir les choses sont très pratiques, elles permettent de comprendre l'action d'une matrice et parfois même d'anticiper le résultat du calcul. Alors prenons un exemple pour illustrer ça. Imaginons que les deux colonnes de la matrice sont proportionnelles. Cela signifie que, en regardant la deuxième interprétation, les vecteurs qu'on va générer sont des combinaisons linéaires de ces deux colonnes qui sont proportionnelles, et donc le vecteur à la fin sera juste proportionnel à la première colonne par exemple. Donc cela signifie que l'ensemble des vecteurs qui peuvent être générés avec cette matrice appartiennent à une droite passant par l'origine, et cette droite elle est dirigée par la première colonne de cette matrice. En utilisant la première interprétation, celle du produit scalaire, on obtient un résultat équivalent. En effet, si les deux colonnes de la matrice sont liées, dans le cas ici bidimensionnel, alors les lignes sont également proportionnelles. Si les lignes sont proportionnelles, ça signifie qu'on va faire à un facteur près deux fois le même calcul de produit scalaire. Cela signifie que les deux coordonnées du vecteur de sortie sont donc proportionnelles. Si les coordonnées sont proportionnelles, c'est-à-dire que le vecteur appartient à une droite. À nouveau, cette droite passe par l'origine, et son vecteur directeur est donné par l'une ou l'autre des colonnes de la matrice. Voici quelques exemples. Dans le premier cas, ici, la matrice a deux lignes et deux colonnes. On la multiplie donc par un vecteur de deux composantes, qui sont x et y. En faisant ce calcul de produit, on calcule par exemple l'image du vecteur par la matrice de coordonnées 3, 2 pour la première ligne, moins 1, 0 pour la deuxième ligne. On obtient un vecteur de deux coordonnées à nouveau, qui sont 3 fois x plus 2 fois y, et pour la deuxième coordonnée, moins 1 fois x plus 0 fois y. Il peut arriver que c'est la matrice qu'on exprime avec des variables. Dans cet exemple, c'est la matrice à nouveau de coordonnées A, B, C, D. On multiplie cette matrice par un vecteur avec deux composantes, car il y a deux colonnes. Ces composantes sont 1 et moins 1. Cela signifie donc qu'on calcule la différence entre la première colonne de la matrice et la deuxième, ce qui donne le vecteur AC moins le vecteur BD, c'est le vecteur A moins B, C moins D. Dans le troisième exemple, la matrice a cette fois trois colonnes. Cela signifie qu'on doit utiliser un vecteur avec trois composantes. Le vecteur en sortie a seulement deux composantes car la matrice a deux lignes. Les composantes du vecteur sont 2, moins 1, 1. Cela signifie donc que l'on calcule deux fois le premier vecteur colonne, on soustrait le deuxième colonne de la matrice, et on ajoute la dernière colonne de la matrice. Ça donne le vecteur de coordonnées 1 et moins 15. Pour terminer, voici deux exemples particuliers de produits matrice-vecteur. Le premier cas particulier qu'on considère, c'est celui d'une matrice où on a seulement une seule ligne. Dans ce cas, le calcul produit matrice-vecteur correspond à calculer un seul produit scalaire, donc le résultat est un scalaire.
Dans cet exemple ici, on a le vecteur AB sous forme de ligne, multiplié par le vecteur colonne xy, ça donne le produit scalaire AX plus BY. Un autre cas particulier est celui où l'on met le vecteur à gauche de la matrice. C'est toujours un produit matrice-vecteur. Il faut cette fois que le vecteur soit sous forme de ligne et qu'il ait le même nombre de colonnes, de composantes, que la matrice a de lignes. Le vecteur que l'on tire en sortie est à nouveau un vecteur ligne qui a autant de composantes que la matrice a de colonnes. Dans cet exemple, le vecteur est noté AB, il a deux composantes. On peut le multiplier par la matrice qui a deux lignes. Chacune de ces lignes s'écrit 1, 0, moins 1, ou 0, 1, 1. Le produit vecteur-matrice ici correspond à calculer trois produits scalaires. Pour la première composante, on calcule le produit scalaire entre le vecteur et la première colonne de la matrice, soit 1 fois A plus 0 fois B. Pour la deuxième composante du vecteur de sortie, on calcule le produit scalaire entre le vecteur et la deuxième colonne, soit B. Et enfin, la troisième composante est obtenue en calculant le produit AB fois le vecteur colonne moins 1, 1, ce qui donne moins A plus B. On notera que l'interprétation qu'on a évoquée auparavant en produit scalaire ou en combinaison linéaire de colonnes est ici un petit peu changée puisque, comme le vecteur est à gauche, ce que l'on calcule, c'est un vecteur qui est la combinaison linéaire des lignes de la matrice. On a multiplié la première ligne par A et la deuxième ligne par B. Une autre opération sur les matrices qu'on avait évoquée auparavant, c'est celui de la transposition. Alors, ce qu'on appelle transposition d'une matrice, c'est le fait de permuter les lignes et les colonnes de la matrice. En pratique, la première ligne de la matrice va se retrouver à la place de la première colonne, la deuxième ligne à la place de la deuxième colonne, etc. Donc plus formellement, si M est une matrice avec M lignes et N colonnes, où les composantes sont notées M d'indice I, J, la matrice transposée qui est notée MT, avec un T mis en exposant, c'est une nouvelle matrice qui a N lignes et M colonnes, donc on a interverti le nombre de lignes et de colonnes, et les coefficients de cette nouvelle matrice sont les anciens coefficients, mais où l'on a permuté les indices I et J. Donc cette nouvelle matrice a des coefficients qui sont notés ici M, J, I. Voici quelques exemples. Tout d'abord, si notre matrice est un vecteur colonne, ici noté X, de composante X1, X2, X3, la matrice transposée est un vecteur ligne, de composante X1, X2, X3. Regardons maintenant la matrice A, qui ici a deux colonnes et trois lignes. La matrice transposée notée AT est une matrice avec deux lignes et trois colonnes. La première ligne de cette nouvelle matrice correspond à la première colonne de la matrice A, et la deuxième ligne de la matrice transposée AT correspond à la deuxième colonne de la matrice A. La dernière opération que l'on va voir est celui du produit de matrice. On a vu auparavant comment multiplier une matrice par un vecteur. Le principe est le même lorsque le vecteur a finalement plusieurs colonnes. Alors considérons deux matrices, A et B, qui sont compatibles pour le produit. On dit qu'elles sont compatibles pour le produit si, comme pour le produit matrice-vecteur, la matrice A a un nombre de colonnes qui correspond au nombre de lignes de la matrice B. Ce nombre identique, il est noté ici P dans la formule qui suit. Le produit A fois B correspond à calculer une nouvelle matrice dont les coefficients sont le produit scalaire des lignes de la matrice A avec les colonnes de la matrice B. La nouvelle matrice aura donc autant de lignes que la matrice A et autant de colonnes que la matrice B. Formellement, le coefficient de cette nouvelle matrice AB à la ligne I et à la colonne J s'écrit comme la combinaison linéaire des coefficients de la IM ligne de A avec les coefficients de la JM colonne de B, soit la somme de K égale à 1 à P, des coefficients
AIK fois BKJ. Pour illustrer cette formule, voyez l'exemple suivant. A et B sont deux matrices carrées avec deux lignes et deux colonnes. On voit, comme c'est illustré avec les couleurs bleues et jaunes, que les coefficients de la nouvelle matrice AB sont obtenus en faisant les produits scalaires des lignes de la matrice A et des colonnes de la matrice B. Par exemple, pour le premier coefficient, A, il est obtenu en faisant le produit scalaire de la première ligne de la matrice A, c'est-à-dire AB, avec la première colonne de la matrice B, 1, 0, ce qui donne A fois 1 plus 0 fois B. Le coefficient à la deuxième ligne et la deuxième colonne, en jaune, 2D moins C, est obtenu en faisant le produit scalaire de la deuxième ligne de la première matrice avec la deuxième colonne de la deuxième matrice. Cela donne C fois moins 1 plus D fois 2. On voit donc qu'il n'est pas nécessaire de retenir la formule sur ce transparent, mais plutôt de retenir la manière de faire le produit scalaire pour obtenir le produit matriciel. Alors pour vous familiariser avec cette technique, voici quelques exemples. Dans le premier, la matrice A a une ligne et 4 colonnes, la matrice B a 4 lignes et une colonne, elles sont donc compatibles pour le produit, et en sortie, on a A fois B qui donne une matrice avec une ligne, une colonne, soit un scalaire. Ce scalaire vaut ici 24. Dans le deuxième exemple, la matrice A a une seule colonne, la matrice B a une seule ligne, elles sont donc à nouveau compatibles pour le produit. La matrice A fois B est une matrice qui aura 4 lignes, comme la matrice A, et 2 colonnes, comme la matrice B. Pour faire le calcul, ici il faut remarquer que la matrice B ayant le coefficient 1 puis moins 3, on va juste recopier la première colonne de la matrice A une fois, puis la multiplier par moins 3 pour la deuxième colonne de la matrice AB. Ce qui nous donne ce résultat. Cela nous permet de rappeler que pour le produit matrice vecteur, on avait deux interprétations, celle du produit scalaire qu'on avait évoqué dans le transparent d'avant, mais également le fait qu'on fasse des combinaisons linéaires des colonnes de la matrice A. Donc cette interprétation nous permet ici d'obtenir très rapidement le produit A fois B. Dans le troisième exemple, la matrice A a deux colonnes, la matrice B a deux lignes. Encore une fois, elles sont compatibles pour le produit. Ce produit A fois B sera une matrice qui aura 3 lignes comme A et 3 colonnes comme B. C'est donc 3 fois 3 égale 9 produits scalaires qu'il va falloir calculer pour construire la matrice A fois B. Dans ce cas particulier, chacun des produits scalaires est en dimension 2, car les matrices A et B ont respectivement 2 colonnes et 2 lignes. Si on imagine que les matrices A et B sont des matrices carrées avec n lignes et n colonnes, cela signifierait qu'il y aurait n fois n produits scalaires à calculer, et chacun des produits scalaires nécessiterait n multiplications, soit un total de n au cube multiplications à effectuer, ce qui est très coûteux. Dans le cas qui nous intéresse, la matrice AB a des coefficients qui sont obtenus de la manière suivante. Si on regarde le premier coefficient, 2, il est obtenu en multipliant le vecteur ligne de A, moins 2, 3, par la première colonne de B, moins 1, 0. En fait, comme la première colonne de B a juste le coefficient moins 1 pour la première composante, on va retrouver dans la matrice AB une première colonne qui est moins 1 fois la première colonne de A. Si on regarde maintenant les coefficients du produit AB qui se retrouve en deuxième colonne, il s'agit du produit de la matrice A par le vecteur 2, moins 2 qui est en deuxième position dans la matrice B. Donc on fait 2 fois la première colonne de A, moins 2 fois la deuxième colonne de A, ce qui nous donne la deuxième colonne de la matrice AB, etc., etc. Dans le troisième exemple, la matrice A est une matrice carrée, avec 2 lignes et 2 colonnes, et la matrice B est une matrice rectangulaire avec 2 lignes et 3 colonnes. Le produit AB est possible, car B a autant de lignes que A a de colonnes. En sortie, on obtient une matrice AB qui a 2 lignes comme A et 3 colonnes comme B. Le premier coefficient est obtenu par exemple en faisant première ligne de A, le vecteur 1, 1, produit scalaire avec première colonne de B, moins 1, moins 2, ce qui donne moins 1 fois 1, plus 1 fois moins 2, soit moins 3.
Je vous laisse vérifier tous les autres coefficients de ces matrices. Alors attention, le produit de matrice n'est pas commutatif. Cela signifie que s'il est possible de calculer un produit A fois B, en général, il n'est pas possible de calculer le produit B fois A. Et si c'est le cas, ces deux résultats correspondent à deux matrices qui sont en général différentes. En effet, si A et B correspondent à des applications linéaires, faire le produit A fois B peut s'interpréter comme la composition de l'application linéaire A avec l'application linéaire B. Et faire la composition de B avec A est une opération qui n'a rien à voir. Donc, il n'y a aucune raison d'obtenir un résultat similaire. Voici un petit exemple. Soit deux matrices carrées, A et B, avec deux lignes et deux colonnes. Donc le produit A fois B est possible, mais également le produit B fois A. Si on calcule le produit A fois B, on obtient le produit entre la matrice ABCD avec la matrice 1, moins 1, 0 et 1. Le produit nous donne une matrice avec deux lignes et deux colonnes. La première colonne du produit A fois B est obtenue en faisant une fois la première colonne de A plus 0 fois la colonne de A, soit la colonne AC. Pour la deuxième colonne du produit AB, on fait moins A moins 1 fois la première colonne de A plus 1 fois la colonne de A, ce qui donne moins A plus B moins C plus D. Lorsqu'on fait le produit B fois A, donc on inverse l'ordre de A et B dans le produit, on obtient un résultat qui est bien différent. En effet, si on regarde la première colonne du produit B fois A, on fait A fois la première colonne de B, plus C fois la deuxième colonne de B, ce qui donne A moins C en première coordonnée et C en deuxième coordonnée. C'est donc bien différent du résultat qu'on avait précédemment. Puisque l'on calcule le produit d'une matrice par une autre, rien ne nous empêche de choisir la même matrice, c'est-à-dire B égale à A. Donc cela signifie qu'on va calculer A au carré. Si on répète cette opération, on est capable de calculer la matrice A à la puissance n si on fait n moins 1 produit. Voici quelques exemples. Regardons la première matrice de coefficients 1, moins 1, 0 et 1. Si on calcule cette matrice au carré, cela signifie qu'on fait le produit de cette matrice par elle-même. On obtient une nouvelle matrice qui ici vaut 1, moins 2, 0 et 1. On remarquera tout de suite que pour effectuer une puissance de matrice, il faut que la matrice ait un nombre de lignes et de colonnes qui est nécessairement égal. Il s'agit donc de calcul pour les matrices carrées exclusivement. Une autre interprétation est de dire qu'on compose l'application linéaire par elle-même. Cela signifie donc que les vecteurs qu'on obtient en sortie doivent avoir la même dimension que les vecteurs en entrée. On verra l'an prochain qu'il s'agit d'endomorphisme. Alors voici deux cas particuliers de matrices carrées. Ce sont les matrices de symétrie et de projection. Commençons par la matrice S, qui est une matrice de symétrie. En effet, si on calcule le produit de S par elle-même, on obtient S carré qui vaut la matrice identité. Cela signifie que si l'on calcule y égale S de x, et qu'on applique à nouveau l'application linéaire S à y, on obtient S de y qui vaut x. On le verra un peu plus loin, cela signifie aussi que l'inverse de la matrice S est S. Un autre cas particulier est celui des matrices de projection. Soit P est la matrice de coefficients 1 demi fois 1, moins 1, moins 1, 1. Si vous calculez le produit P fois P, vous retrouvez la matrice P. La raison ici, c'est que P est une matrice de projection. Lorsque l'on calcule P de x, on projette le vecteur x sur, ici dans le cas bidimensionnel, une droite. Et lorsque l'on projette à nouveau le projeté, il appartient déjà à la droite et ses coordonnées ne changent plus. C'est la raison pour laquelle P de x est égal à P de x. Cette matrice, par contre,
n'est pas inversible. Alors justement, pour terminer ce cours, nous allons parler d'inversion de systèmes d'équations linéaires. Alors commençons par rappeler le principe de la résolution des systèmes d'équations linéaires. Il s'exprime généralement sous cette forme: AX est égal à B, et il s'agit de trouver l'ensemble des vecteurs X vérifiant ce type d'équation. Alors, la méthode à privilégier pour résoudre ces systèmes d'équations linéaires, c'est la méthode du pivot de Gauss, que vous avez vu dans le module précédent. Je rappelle que soit on ne trouve aucune solution à ce type de système d'équations linéaires, soit une solution unique, soit, dans le cas général, il existe une infinité de solutions qu'il convient de caractériser, sous la forme de vecteurs appartenant à une droite, un plan, etc. Alors voici un premier exemple où l'on a justement une solution unique. Il s'agit d'un système d'équations linéaires avec deux équations et deux inconnus. Le système AX égale B qui correspond est une matrice A avec deux lignes et deux colonnes, un vecteur d'inconnu x1 et x2, et enfin un vecteur B avec deux composantes pour chacune des équations. La solution que l'on obtient, qu'il convient de vérifier, c'est le vecteur x1, x2 ayant les composantes moins 3 fois 4 sur 23 et moins 4 sur 23. La quantité 23 ici correspond au déterminant du système, qui est non nul ici, et qui caractérise le fait qu'on a une solution unique. Alors, il est très facile de vérifier la solution en substituant x1 et x2 dans le système d'équations et de vérifier qu'on retrouve bien le second membre. Par exemple ici, le facteur moins 4 sur 23 peut être gardé en facteur, et en remplaçant x1 par 3 et x2 par 1, on obtient 3 moins 3, qui est bien égal à 0. De même pour la deuxième ligne, 7 fois 3 plus 2 fois 1 est égal à 23, fois le facteur moins 4 sur 23, qui donne bien moins 4. Voici un deuxième exemple avec la matrice P qu'on a déjà rencontrée. Cette matrice P s'écrit comme, avec un facteur 1,5, la matrice 1, moins 1, moins 1, 1. On remarque que la première colonne est l'opposé de la deuxième colonne, ou de manière identique pour les lignes, ce qui signifie que les lignes et les colonnes sont proportionnelles. Cela signifie donc que lorsqu'on multiplie la matrice P par un vecteur x, on obtient un vecteur qui est collinéaire avec la première colonne de la matrice P, quel que soit le vecteur x. Donc deux cas se présentent à nous. Soit le second membre B est un vecteur qui n'est pas collinéaire avec la première colonne de la matrice P, auquel cas on ne peut pas trouver de solution à ce système d'équations linéaires. Ou au contraire, B est collinaire avec la première colonne de la matrice P, et dans ce cas-là, on va avoir une infinité de solutions, X, qu'il va falloir caractériser. Alors je vous laisse essayer avec la méthode du pivot de Gauss de trouver ces deux cas particuliers et de bien les caractériser. Voici ce que vous devez obtenir. Si B est un vecteur qui est proportionnel à la première colonne de P, B prend la forme suivante. C'est un vecteur de coordonnées B1 et B2 qui peuvent se réécrire comme un vecteur de coordonnées T et moins T, où T est un paramètre réel qui est libre. Si on fixe T et qu'on cherche une solution à ce système d'équations linéaires, alors on en a à nouveau une infinité. La solution va être forcément de la forme un vecteur x de composante x1, x2, où x2 vaut x1 moins 2t. Donc je rappelle que t ici est fixé. Mais x1, lui, est un paramètre qui est libre. On a donc un degré de liberté. On a donc une infinité de solutions. Cette infinité de solutions, c'est une droite de vecteur directeur 1, 1, puisque le vecteur x s'écrit alors comme x1 fois le vecteur 1, 1 plus 0 moins 2t. Donc l'ensemble des solutions, c'est une droite qui passe pas par l'origine, attention, sauf si le paramètre t vaut 0. Si le paramètre t est différent de 0, l'ensemble des solutions appartient à une droite qui passe par ce point de coordonnées 0, moins 2t. Si le vecteur b ne s'écrit pas comme ça, s'il ne s'écrit pas comme le vecteur de coordonnées b1 moins b1, alors il n'y a pas de solution.
Comme on l'a dit précédemment, lorsqu'on cherche à résoudre un système d'équations linéaires, il y a une quantité intéressante qui s'appelle le déterminant, qui permet, lorsqu'on a autant de lignes que de colonnes, de caractériser, sans résoudre le système en lui-même, le fait qu'on ait une solution unique ou pas. Si le déterminant est nul, on rappelle qu'on n'a aucune solution unique, donc on a soit une infinité de solutions, soit aucune solution, comme on vient de le voir avec le cas précédent de la matrice P. Dans le cas qu'on a décrit précédemment, la quantité 23 correspond au déterminant du système. Ce déterminant, on rappelle qu'il est obtenu en calculant le déterminant de la matrice correspondant au système. Dans notre exemple, la matrice A s'écrit 1, moins 3, 7 et 2, et le déterminant se calcule en faisant le produit croisé. Si la matrice était en 3 dimensions, avec 3 lignes, 3 colonnes, on rappelle qu'il faut calculer le produit mixte entre les colonnes de la matrice, ou même entre les lignes. Pour la matrice P qu'on a vue tout à l'heure, il est intéressant de vérifier que son déterminant est bien nul. Alors rappelons que P s'écrit comme la matrice 1, moins 1, moins 1, 1, le tout divisé par 2. C'est-à-dire que chaque coefficient est ici divisé par 2. Lorsqu'on calcule le produit croisé, on calcule donc 1 fois 1, moins moins 1 fois moins 1, le tout divisé par 1 demi fois 1 demi, c'est-à-dire on divise par 4. Comme le produit croisé fait 0, le total fait bien 0. Alors on reste dans le cadre des matrices qui sont carrées, c'est-à-dire des matrices qui correspondent à des endomorphismes. Lorsqu'on multiplie une matrice par un vecteur, on obtient un vecteur de même dimension. Il est donc possible que certaines matrices soient inversibles, c'est-à-dire qu'elles correspondent à des bijections. Pour calculer cette bijection, pour retrouver l'antécédent d'une image par cette matrice, on peut soit résoudre le pivot de Gauss, soit inverser cette matrice. Pour inverser cette matrice, il faut à nouveau résoudre un système d'équations linéaires qui correspond à l'équation suivante. Si une telle matrice carrée existe, alors on peut calculer son inverse qu'on va noter ici A-1, de telle sorte que A-1 fois A corresponde à la composition de A et son inverse, et donc donne l'application identité. C'est donc la matrice identité qui est notée ici I. De même, si on fait A fois A-1, on obtient également la matrice identité. Lorsqu'une telle matrice inverse existe, elle est nécessairement unique. Pour déterminer cette matrice, on a donc autant d'inconnus qu'on a de coefficients dans la matrice A. Si le déterminant de la matrice A est non nul, on sait alors que, comme cette matrice est carrée, ces colonnes correspondent à une base, et donc nécessairement elle est inversible. Toutefois, il n'est pas nécessaire de calculer le déterminant de la matrice pour savoir si on peut l'inverser. En effet, on va voir qu'on peut directement déterminer son inverse, et si les calculs échouent, cela signifie que la matrice n'est pas inversible. Alors comment justement déterminer son inverse? Si on reprend la deuxième égalité, et qu'on note x, la matrice inconnue, qui correspond à -1, on obtient le système d'équations ax est égal à identité. C'est un type de système d'équations qu'on a regardé depuis le début de ce cours. La seule différence ici, c'est qu'auparavant, on notait petit x quand on avait un vecteur d'inconnu, et cette fois, grand X est une matrice inconnue. Le second membre de cette équation, auparavant c'était le vecteur petit b, maintenant c'est la matrice identité. Ce qui est important de voir, c'est que si on applique naïvement le pivot de Gauss à ce type d'équation, si la matrice a n lignes et n colonnes, on a n carré inconnu et n carré équations à résoudre. Donc ça donne un système d'équations linéaires qui est assez conséquent. En pratique, cependant, on peut se contenter de résoudre seulement n équations. En effet, lorsqu'on calcule le produit a fois x, chacune des colonnes de x donne un nouveau vecteur, lorsqu'il est multiplié par a, qui correspond à un vecteur colonne de la matrice I. On peut donc, indépendamment pour chaque colonne de x, résoudre un pivot de Gauss de type ax égale b, où b correspond à l'une des colonnes de I, et petit x correspond à l'une des colonnes correspondantes de la matrice X. Puisque pour ces différents systèmes d'équations linéaires,
on a la même matrice de coefficients A, on peut en fait appliquer seulement une seule fois le pivot de Gauss avec les coefficients de A, mais simultanément pour différents seconds membres qui correspondent aux colonnes de la matrice identité. Donc en pratique, pour inverser la matrice A, on applique à nouveau le pivot de Gauss à la matrice de coefficients A, mais avec plusieurs vecteurs de second membre qui correspondent à la matrice identité. Donc en pratique, ça ne demande pas beaucoup plus de calcul d'inverser la matrice A que de résoudre le système d'équations linéaires. Alors si on revient sur la notion de changement de base qu'on a vu dans ce cours et dans le cours précédent, pour résumer, on a plusieurs manières équivalentes de retrouver le changement de coordonnées. Donc rappelons les notations tout d'abord. Soit B', une matrice où les colonnes expriment les coefficients dans la base canonique des vecteurs d'une nouvelle base B'. Si on a les coordonnées x' dans cette base et qu'on veut retrouver les coordonnées dans la base canonique, il nous suffit de calculer x égale à b' fois x'. Cependant, si on veut trouver le changement de coordonnées inverse, sous la forme x' égale b fois x, il faut exprimer la matrice B. Donc cette matrice B, on peut la déterminer soit en inversant la matrice B', soit en faisant la résolution du système d'équations linéaires b fois x égale à x'. Les deux méthodes sont strictement équivalentes. Rappelons un cas particulier quand même qui est très intéressant, c'est celui des bases orthonormées, c'est-à-dire lorsque les colonnes de la matrice B' sont orthogonales les unes aux autres, et ont chacune une norme égale à 1. Dans ce cas, la matrice inverse est simplement la transposée de la matrice B, c'est-à-dire les lignes de la matrice B' correspondent aux colonnes de la matrice B. Voici un cas particulier de matrice orthogonale en dimension 2. C'est la matrice de rotation dans le plan, qui est ici notée Rθ. Donc θ ici c'est le paramètre de rotation. Donc si on exprime en colonne les vecteurs de la base tournée d'un angle θ, la première colonne correspond au vecteur cosθ sinus θ. Le deuxième vecteur, qui est la dérivée du premier, est le vecteur moins sinus θ cosinus θ. Cette matrice, si on l'inverse, elle correspond à une rotation de moins θ, et donc il s'agit de la transposer de la matrice Rθ, et on l'obtient en calculant simplement R de moins θ.